Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, eh bien pensez à vous abonner, c'est un super soutien. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de Mansa Moussa, un empereur du Mali qui avait la réputation d'être l'homme le plus riche de l'histoire. Mais en fait, des hommes avec une telle réputation, eh bien il y en a eu plein. Notamment un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui a pourtant réussi à infiltrer les cours européennes, les petites seigneuries, les demeures des barons, jusqu'à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et même le pape. Homme d'affaires d'exception, froid, calculateur et pragmatique, Jakob Fugger va à l'aube de la Renaissance reprendre la petite affaire familiale pour en faire en un quart de siècle un gigantesque empire financier, qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de cet énigmatique personnage de l'histoire allemande, qui fut l'un des hommes les plus riches et influents de son temps. Mais avant ça, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez faire des bonnes affaires, grâce à Igral avec qui je collabore pour cette vidéo. Igral, c'est à la fois un site, une appli et une extension de cashback, qui vous permet de vous faire rembourser une partie de vos achats sur plus de 1700 sites marchands, comme Cdiscount, eBay ou Rue du Commerce. Par exemple, moi je vais vous montrer avec le site Momox. C'est un site spécialisé dans la vente de produits d'occasion pour par exemple trouver les livres qui me servent à écrire cette vidéo, que vous pouvez vous procurer pour approfondir le sujet. Avec votre extension, lorsque vous cherchez un site sur votre moteur de recherche, il y a ce petit logo qui s'affiche vous informant que le site est partenaire avec Igral. En fait, le principe est assez simple. Igral, ils sont partenaires avec ces sites comme Momox et touchent donc une commission. Puis cette commission, elle est ensuite redistribuée aux membres d'Igral. Et à chaque achat que vous faites sur ce site avec votre extension Igral d'activer, eh bien vous cumulez des gains cashback dans votre cagnotte. Et dès 20 € dans votre cagnotte, vous pouvez demander un virement bancaire ou PayPal ou bien sous forme de chèque cadeau. Et bien évidemment que le cashback est cumulable avec les codes promo que diffuse Igral régulièrement et au solde. Et grâce à mon lien en description, si vous vous inscrivez sur Igral, il vous offre 10 € de bienvenue sur votre cagnotte, au lieu des 3 habituellement. Alors n'hésitez pas, maintenant place à la vidéo. Avant de vous parler de ceux qui ont fait la gloire des Fugger, vous me connaissez, on va remonter un peu en arrière. On retrouve pour la première fois la trace des Fugger au milieu du XIVe siècle, avec un certain Hans Fugger, un tisserand dans le petit village de Graben. C'est en 1367 que l'un de ses fils, un autre Hans, que les Fugger vont partir s'installer dans la ville voisine d'Augsbourg, dans ce qui est aujourd'hui la Bavière. Augsbourg, c'est alors l'une des meilleures villes si on souhaite faire du commerce. Située au cœur du Saint-Empire romain germanique, cette ville connaît un incroyable essor à la fin de l'épidémie de peste noire. Et ces riches marchands vont en faire un haut lieu du commerce, où il n'existe presque aucune réglementation. Une sorte de libéralisme avant l'heure. Grâce à ça, les Fugger, fraîchement arrivés à Augsbourg, vont ouvrir une boutique d'étoffes et devenir une famille bourgeoise. À la mort de Hans en 1409, sa veuve, Elisabeth, va continuer de développer l'entreprise jusqu'à sa mort en 1436, puis ce sont ses fils, André et Jakob Fugger, qui vont faire prospérer la petite affaire familiale. Enfin, petite affaire familiale. Plus vraiment. Avec Jacob, dit l'Ancien, l'affaire des Fugger va s'étendre au-delà d'Augsbourg, notamment à Venise, qui est alors l'un des hauts lieux pour le commerce en Europe, puisque c'est là qu'arrive une bonne partie des épices et des étoffes de soie venues d'Orient. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un autre Jacob. Jakob Fugger, celui que l'on surnommera Jacob le Riche, naît à Augsbourg le 6 mars 1459. Fils de Jacob Fugger l'Ancien et d'une certaine Barbara, le jeune Jacob est le dernier d'une fratrie de 11 enfants. A l'origine, il n'est pas du tout destiné à travailler au sein de l'entreprise Fugger, puisque sa mère souhaite qu'il mène des études de théologie pour devenir évêque. Mais à la mort de son père en mars 1469, changement de plan. Jacob est contraint de rentrer à Augsbourg pour reprendre l'entreprise des Fugger, aux côtés de ses deux frères Ulrich et Georges. Le jeune garçon de 14 ans qui n'était alors pas du tout destiné au monde des affaires va rapidement y prendre goût. C'est lors d'un voyage à Venise qu'on lui enseigne plusieurs règles pour réussir dans les affaires, entre autres la comptabilité en partie double, très utilisée en Italie mais presque inconnue en Allemagne. Après des années à contribuer à l'essor de l'entreprise Fugger à Venise, Jacob a peu à peu pris l'ascendant sur ses frères. C'est désormais lui, ce jeune homme calme mais autoritaire, qui va tenir d'une main de fer l'affaire des Fugger jusqu'à sa mort. Avec déjà une petite fortune accumulée sur plusieurs générations, grâce à la vente d'étoffes, de laine et d'épices, Jacob va vouloir se diversifier, et il va flairer une opportunité.
Pendant ses trajets entre Augsbourg et Venise, il traverse le Tyrol, cette partie des Alpes aujourd'hui autrichiennes qui sépare l'Allemagne de l'Italie, où on y observe les nombreuses mines d'argent qui s'y trouvent. C'est avec ce métal précieux que l'on fait la monnaie. Et donc, celui qui possède ces mines a le contrôle sur la fabrication de la monnaie. L'affaire des Fugger va alors se mettre à fonctionner presque comme une banque, car l'entreprise se met à générer beaucoup plus d'argent qu'elle n'en a besoin, et Jakob Fugger va commencer à octroyer des prêts. Et c'est comme ça que va débuter cette emprise que Jakob Fugger va bientôt avoir sur de nombreux barons, seigneurs et monarques. Sa première victime n'est autre que le prince Sigismond d'Autriche, qui va s'endetter auprès de Jakob Fugger pour une hypothétique guerre contre Venise. Il va hypothéquer ses mines, et lorsqu'il se retrouve à ne plus pouvoir rembourser, eh bien les Fugger récupèrent ses sites de production. Dans le cas de Sigismond, ses mines dans le Tyrol. Et c'est grâce à cette méthode, pas vraiment éthique, que l'entreprise Fugger va croître les années suivantes. D'ailleurs, dans ces mines, les conditions sont épouvantables. Les hommes travaillent parfois jusqu'à 10 heures par jour sous terre pour extraire ce précieux minerai. Bien évidemment, entre les effondrements de galeries et l'asphyxie, nombreux sont ceux à n'être jamais remontés. Et lorsque l'argent ne rapporte plus assez, Jakob s'allie à un certain Jean Turzo, qui détient des mines à l'est pour se lancer dans l'extraction du cuivre en Hongrie. Argent dans le Tyrol, cuivre en Hongrie et bientôt le mercure en Espagne, grâce à ça les Fugger vont passer en quelques années de simples familles de marchands à un vaste empire financier, s'étendant sur tout le continent européen et même au-delà, puisque ces métaux servent à battre la monnaie mais aussi à fabriquer des armes, notamment les armes à feu qui font leur apparition. Mais Jakob Fugger va aussi financer certains navigateurs qui partiront vers l'Inde et l'Amérique. Convaincu que sa réussite doit passer par son implication dans le monde de la politique, il se rapproche d'une des plus puissantes familles européennes, les Habsbourg, et notamment l'un de ses plus célèbres représentants, Maximilien Ier, l'empereur du Saint-Empire. L'entreprise Fugger semble alors inarrêtable. Elle prête de l'argent à tour de bras, bon nombre de nobles européens empruntent chez les Fugger, et ces derniers possèdent des succursales dans le Tyrol, à Venise, à Rome, à Naples, à Nuremberg, à Nandig, Amsterdam ou encore Anvers. Oui, cette fois-ci je l'ai bien prononcé. Et bref, voici comment naît une véritable multinationale. Malgré la taille de son entreprise qui ne cesse de croître, Jakob effectue de nombreux voyages entre toutes ses succursales, pour y inspecter lui-même les comptes. Et aussi, plus le temps passe, plus Jakob va se livrer à des activités philanthropiques. Car amasser beaucoup d'argent, c'est bien, mais faire du social en redonnant un tout petit peu aux plus pauvres pour qu'ils gardent une bonne image de vous, ou bien pour qu'on puisse vous faire une bonne place au paradis après avoir passé l'arme à gauche, c'est mieux. Par exemple, en 1509 à Augsbourg, il fait construire ce que l'on va appeler les Fuggerei, de petites maisons destinées aux pauvres à l'unique condition qu'ils n'aient jamais contracté de dette. Assez ironique quand on sait que Jakob Fugger a bâti sa fortune en partie en endettant des gens. Les Fuggerei, considérés comme parmi les premiers logements sociaux de l'histoire, existent encore et font partie des nombreux vestiges de l'époque des Fugger que l'on peut encore voir en Allemagne. Toute l'influence qu'a maintenant acquis Fugger auprès des puissants d'Europe va lui permettre de jouer ses meilleures cartes, lors notamment de deux événements majeurs qui vont avoir un impact considérable en Europe. Les Fugger sont depuis de nombreuses années implantés à Rome, où siège le souverain pontife. Ce sont eux qui battent la monnaie du pape, la font circuler dans toute l'Europe et qui financent la garde suisse. Jakob est notamment un proche de Jean de Médicis, élu pape sous le nom de Léon X en 1513. Et c'est en partie l'entreprise des Fugger qui est chargée du transfert de l'argent gagné par l'Église grâce aux indulgences. Alors, les indulgences, c'est un peu particulier. C'est une pratique qui est assez ancienne, puisqu'elle remonte au IIIe siècle, et qui consiste à la période de la Toussaint à vendre ce que l'on appelle des indulgences. C'est-à-dire contre de l'argent, on vous donne un papier stipulant que tous vos péchés sont absous. Bon, ça a toujours fait un peu grincer des dents. Nombreux étaient ceux à trouver que vendre le pardon aux croyants contre de l'argent, c'était pas très réglo. Mais c'est véritablement sous Léon X que ça va dégénérer. Depuis l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, la production d'indulgences a explosé. On est aussi dans la même période où les religieux de haut rang comme les cardinaux vivent dans le faste, pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur les Borgia. L'église a aussi au même moment besoin d'argent pour financer des projets, comme la construction de Saint-Pierre de Rome. Et tout ça, il y a un gars à qui ça me plaît pas. Ce gars, c'est Martin Luther. À la veille de la Toussaint de 1517, il envoie une lettre à l'évêque Albert de Brandebourg pour lui demander d'arrêter cette vente d'indulgences. C'est dans cette lettre qu'est joint les célèbres 85 thèses contre les indulgences. C'est le point de départ de l'une des plus graves crises que va connaître l'Église catholique.
puisque ça marque le début de la réforme protestante. En réponse, l'Église ouvre un procès contre Luther pour hérésie, et ce dernier est finalement excommunié. Malgré ça, cette protestation ne va pas s'éteindre, puisque relayé par les cercles humanistes de l'époque, le protestantisme va naître et s'étendre, notamment dans le Saint-Empire d'où Martin Luther est originaire. Un homme d'affaires de la trempe de Jacob Fugger, d'ordinaire, n'aime pas trop se mêler de ce genre d'affaires, mais Fugger va prendre le parti de l'Église catholique et va rester le banquier du pape. Alors, est-ce que ce soutien à l'Église était par intérêt ou bien par conviction? Parce qu'on sait que Jacob était un homme très pieux, on ne sait pas vraiment, peut-être un peu des deux. Mais le plus grand coup de maître de Jacob Fugger va avoir lieu quelques années après. À la mort de Maximilien Ier le 12 janvier 1519, deux nouvelles élections doivent avoir lieu. Le futur empereur du Saint-Empire doit être élu par des princes électeurs. Celui qui deviendra empereur régnera alors sur un immense territoire, aussi vaste qu'éparpillé et divisé. Deux candidats sont en tête pour le trône du Saint-Empire, Charles de Habsbourg, roi d'Espagne et duc de Bourgogne, dont la maison fait appel au service banquier des Fugger, et François Ier, roi de France depuis 4 ans. L'issue de l'élection est souvent décidée par l'argent. Charles recevra en tout 850 000 florins, dont 540 000 grâce à un prêt colossal de Jacob Fugger. Ainsi, Charles de Habsbourg succède à Maximilien Ier le 28 juin 1519 et devient le célèbre Charles Quint. Mais ça ne s'arrête pas là. 4 ans après l'élection, dans une lettre adressée à Charles Quint qui va droit au but, Fugger exige désormais un remboursement avec intérêt. Le tout en n'oubliant pas de lui rappeler que sans lui, jamais il ne serait devenu empereur. Charles Quint est donc contraint de payer ses dettes. Fugger vient de soumettre l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Jacob Fugger est à son apogée. Son nom est connu dans toute l'Europe et pourtant, les dernières années de sa vie vont être mouvementées. La ville d'Augsbourg est le témoin de la montée du protestantisme et des débuts de guerres de religion qui vont ébranler l'Europe. En 1525, il aide à financer une armée de 10 000 mercenaires, qui écrase une révolte paysanne favorable à la réforme protestante lors de la guerre des paysans. Le leader de cette révolte, un certain Thomas Munzer, sera arrêté, torturé puis décapité. Et ça, c'est typiquement le genre de crise dont Fugger se serait bien passé. Car Jacob est désormais un homme âgé. Malade, il perd peu à peu l'emprise qu'il a eue pendant toutes ces années sur ses affaires. Après une vie consacrée au travail et à s'en détruire la santé, il s'éteint à 66 ans le 31 décembre 1525. À sa mort, sa fortune s'élève à 1 600 000 florins. Il possédait alors 2% de la richesse produite en Europe, soit l'équivalent de 400 milliards de dollars selon certaines estimations. Mais qu'a-t-il laissé derrière lui? Que reste-t-il de son immense fortune? Jacob était marié, mais il n'a pas eu d'enfant. Véritable bourreau de travail, obsédé par le profit, il n'a, tout au long de sa vie, jamais vraiment prêté attention à sa femme. C'est un de ses neveux, Anton Fugger, qui avait été désigné par Jacob peu avant sa mort pour lui succéder. À l'opposé de son prédécesseur, Anton stoppe l'expansion de l'entreprise et va chercher à la faire perdurer, notamment en investissant dans les terres, ce qu'avait refusé de faire Jacob. Il va diriger l'entreprise des Fugger jusqu'à sa mort en 1560, mais elle va vite connaître le déclin. À la suite du sac de Rome en 1527, leur succursale ferme. La montée du protestantisme dans le Saint-Empire contraint les Fugger à quitter la ville d'Augsbourg, tombée entre les mains des luthériens. À la mort d'Anton, la dynastie des Fugger continue, mais elle va se faire plus discrète. L'âge d'or de cette famille est déjà derrière elle. Trop attachés aux Habsbourg, ces derniers vont entraîner les Fugger dans leur chute, et leur nom va peu à peu tomber dans l'oubli. Pourtant, aujourd'hui, les Fugger existent toujours. N'ayant pas eu d'enfants, ce ne sont pas des descendants directs de Jacob, mais la famille Fugger est très nombreuse, et la fortune accumulée par Jacob est parvenue 5 siècles après jusqu'à eux. Et aujourd'hui, la plupart travaillent dans la finance et possèdent et entretiennent les nombreux châteaux en Allemagne qu'ont possédé leurs ancêtres pendant des siècles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas qu'elle a été réalisée en collaboration avec Igral, le site qui vous permet de faire des économies sur vos achats en ligne. Et avec mon lien qui se trouve en description, il vous offre 10 € au lieu de 3 sur votre cagnotte à l'inscription. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, de me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.